Bonjour à tous, bienvenue dans What the Foot, 32e édition ici dans les studios de Charles King Radio à Charleroi. What the Foot, c'est l'émission qui débriefe l'actualité du football européen. Et aujourd'hui, on va revenir sur le match choc d'hier soir en Serie A entre la Juventus de Turin et Naples, la vieille dame qui s'est imposée 4-3 au terme d'un match au scénario incroyable. On y revient tout de suite avec nos chroniqueurs. Quant à vous qui nous écoutez, je rappelle que vous pouvez trouver le sommaire de cette émission en description de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire aux remarques de nos chroniqueurs. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner si vous nous découvrez pour suivre avec nous l'actu du football européen. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur Facebook et Twitter comme vous le faites. C'est toujours aussi sympa de discuter avec vous en privé. Les liens sont également en description. Alors aujourd'hui, pour débriefer ce match choc, 3 chroniqueurs. Tout d'abord Manu. Bonjour Manu. C'est David, bonjour à tous. Antonio, bonjour Antonio. Bonjour, bon dimanche à tous. Et on a la chance de recevoir un amoureux du football italien, c'est Bruno. Bonjour Bruno, merci. Salut David, bonjour à tous. Alors messieurs, on va commencer le débrief avec vos 3 points pour l'introduction. Manu, quels sont tes 3 points marquants d'hier soir ? Le premier point, c'est l'étonnement. C'était vraiment un match étonnant, non seulement par le score et le déroulement, mais surtout ce quart d'heure où la Juve s'est complètement éteinte et a laissé Naples revenir. Donc vraiment très étonné par le déroulement du match. Deuxième point, c'est sur Naples, on ne peut pas parler de faiblesse défensive, c'est carrément de l'absence défensive du côté de Naples. Ils ne défendent pas, ils regardent jouer. Et je pense que 3 buts et 4 buts en 2 matchs, c'est beaucoup trop pour une équipe qui aspire au top 3. Et mon troisième point, je veux mettre en évidence un joueur en grande forme, c'est Douglas Costa. Dans tous les bons coups hier, c'est vraiment le fer de lance offensif de la Juve en ce début de saison. Antonio ? Donc mon premier point, c'est une analyse globale. Guardiola a souvent dit que on a beau mettre toutes les tactiques en place, c'est quand même la qualité des joueurs qui font la différence. Et hier, je pense qu'on a vu quand même une qualité de technique très 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 haute. Et non seulement dans les buts de la Juve, mais également dans ceux de Naples. Je pense aux 2 centres qui ont permis, évidemment, donc sur le premier et le troisième but, le centre reste un geste technique qui n'est pas si simple que cela. Et ça, je tenais quand même à mettre ça en évidence. Deuxième point, l'absence, pour mettre en évidence des défauts, parce qu'il y a eu beaucoup de défauts, mais beaucoup de qualités, évidemment, hier, mais l'absence quand même de Chiellini, qui, c'est pas la première fois qu'elle se fait ressentir. On peut encaisser des buts, évidemment, donc même quand Chiellini est là, mais il apporte une rigueur et il bouscule les attaquants quand il y a des centres. Et hier, quand on voit le premier et le troisième but, c'était à la limite trop facile pour les buteurs. Troisième point, le mauvais match de Koulibaly, et je ne parle pas évidemment que de ce fameux but contre son camp. Koulibaly qui a une réputation très 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 forte en tant que défenseur central. Mais il a été élu meilleur défenseur de Serie A l'an passé. Voilà. Mais hier, c'était un match que toute l'Europe a regardé et malheureusement, il n'a pas été à son avantage. Bruno ? Alors pour moi, le premier point, c'est la qualité des gardiens. Alors ça peut paraître un peu paradoxal quand on voit 7 buts dans un match, mais la qualité d'intervention, la sérénité de Szczesny et de Meret, qui a fait aussi un excellent match, qui est très jeune, qui a très peu de matchs de Serie A finalement, mais pour moi qui aspire à être, pourquoi pas titulaire en nationale. Pour moi, l'arrêt de Szczesny à la 15e minute sur le tir d'Alan, ça reste vraiment le point marquant. Parce que pour moi, si c'est 0-1, voilà, Naples est capable peut-être de tenir un score. S'il a l'avantage, ça peut pour moi changer pas mal de choses. Le deuxième point, c'est l'état de forme de Ligt. On l'a vu exceptionnel sur le plan physique, sur le plan technique avec l'Ajax l'année passée en Ligue des Champions. Et là, clairement, après 65 minutes, voilà, il y a des crampes, il y a un manque de lucidité vraiment clair. On le voit sur le deuxième goal de Lozano. Donc ça, voilà, ça m'étonne un peu. Et pour moi, le troisième point, c'est le retour en forme de Matuidi, qui a été étincelant pour moi, homme du match hier soir. On a retrouvé le Matuidi d'il y a 2 saisons, très en forme, qui va vers l'avant et qui n'hésite pas à connecter directement les attaquants de la Juve. Et donc, voilà. Très bien, messieurs, le débrief est lancé. On va commencer par les compositions de départ, les 11 titulaires de chaque entraîneur, avec d'abord celle des Turinois, avec Szczesny dans les buts, De Sciglio arrière droit qui a été remplacé par Danilo à 15 minutes, donc
On va beaucoup plus parler de Danilo aujourd'hui. Bonucci de Ligt, la défense centrale. Sandro à gauche. Pjanic en 6, Matuidi Khedira devant lui. Le trio d'attaque, Douglas Costa, Higuaín, Ronaldo. Bruno, c'est la même équipe que la première journée, mis à part de Ligt qui remplace Chiellini. Comment tu l'aperçois cette compo? Encore une compo avec les anciens de la Juve finalement. C'est ça, exactement. Je pense que on l'a vu souvent dans les années précédentes à la Juve, on a tendance à, quand on a recruté des nouveaux joueurs, on les met pas directement dans le jeu, on les fait entrer petit à petit au cours de la saison, pour leur faire prendre le rythme, pour mieux connaître les coéquipiers. Sinon, rien à dire sur la compo, c'est la compo attendue, étant donné la lourde blessure de Chiellini. Peut-être remarquer que Douglas Costa, c'était pas un titulaire incontesté, sous Allegri, il était quand même assez souvent sur le banc. Malgré des rentrées en jeu, toujours on connaît ses qualités, dynamique, sa frappe très importante, toujours vers l'avant. Et Matuidi, il est indéboulonnable pour toi, parce que certains supporters turinois s'interrogent sur sa titularisation, certains ne voulaient même plus le voir sous Sarri, puisque c'est vrai qu'il n'incarne pas le style de jeu chatoyant de l'entraîneur italien. Pour toi, Matuidi, il est indéboulonnable, le Matuidi d'hier en tout cas. Alors clairement, si on suit la Gazzetta, si on suit les réseaux sociaux italiens, il était sur le départ il y a quelques semaines. Il y a eu des prétendants, malheureusement ou heureusement pour la Juve, il n'est pas parti. Moi, je pense que c'est vraiment un joueur vraiment important. C'est un ratisseur, il récupère des ballons. Jusqu'à la 90e, on sait que, qu'il va mouiller le maillot, qu'il va toujours essayer d'avoir le plus d'impact possible sur le jeu. Donc pour moi, c'est un titulaire presque indéboulonnable. Maintenant, il faudra voir Rabiot, qu'est-ce qu'il va vous rapporter à peu près dans le même rôle. On va en débattre, on va revenir sur Matuidi. La compo des Napolitains, Manu, avec Meret dans les buts, Di Lorenzo à droite, Manolas Koulibaly en défense centrale, Goulam, le franco-algérien, à arrière-gauche, Alan Zielinski, le trio derrière Mertens, Callejon, Fabian Ruiz, Insigne et Mertens devant, une compo aussi similaire à celle du déplacement de la première journée à la Fiorentina, mis à part l'arrière-gauche. Oui, j'imagine que Ancelotti a voulu renforcer le côté gauche avec Goulam, qui est un joueur plus défensif et plus physique que Mario Rui, qui avait été titulaire lors du premier match à la Fiore. Mais évidemment, ça n'a pas marché du tout, parce que le côté gauche, comme le côté droit d'ailleurs, de Naples ont été inexistants, surtout défensivement, et même offensivement d'ailleurs. Sinon, c'est le 4-2-3 habituel, qui est passé à un 4-4-2 en deuxième mi-temps, étant donné que la première mi-temps avait été, on peut dire, catastrophique de la part de Naples. Et ce 4-4-2 a permis à Naples de revenir un peu dans la partie. On y reviendra, et surtout grâce à la rentrée de Mario Rui, qui était très très présent et a dynamisé un petit peu le travail offensif de l'équipe napolitaine. On y revient lors de la deuxième mi-temps, mais là on va se plonger dans le débrief des premières 45 minutes, avec un premier quart d'heure assez équilibré, où Naples se procure peut-être la meilleure occasion, tu l'as souligné lors de ces 3 points, avec l'arrêt de Szczesny. Et puis Manu, cette contre-attaque bien menée par Douglas Costa qui fait basculer toute la première mi-temps en faveur de la Juve. Oui, c'est un moment charnière, parce que l'occasion de Naples est le fruit d'une très belle construction collective qui part du camp de Naples. Je pense une action comme côté Naples. Gauche d'ailleurs, ça contredit un peu ton introduction, mais c'est Insigne qui Non, mais d'abord ça part du côté droit. C'est Fabien Ruiz qui fait un changement de côté, un changement d'aile vers le côté gauche. Mais donc l'action est très bien menée depuis le début. C'est un jeu typiquement le jeu de Naples, très bien construit. Et puis effectivement, Insigne met une très belle balle en retrait. Peut-être c'est la seule bonne chose que Insigne ait fait durant ce match pour Fabien Ruiz, qui enroule très bien. Mais il faut reconnaître Pour Alan. Mais l'arrêt de Szczesny, je pense qu'il avait la vue masquée au départ de la frappe, est exceptionnel. Il a une main ferme, il plonge bien. Donc, à mon avis, c'est un des arrêts de la saison. Et sur le corner, tu parles d'une contre-attaque bien menée, il y a comme une grande part de réussite, parce que la frappe napolitaine... à partir du moment où Douglas Costa prend la contre-attaque en main, elle est rondement bien menée. Oui, mais elle va sur Bonucci qui lance de manière involontaire Douglas Costa, je pense. Et voilà. Et puis, mais c'est un 4 contre 1 qui se transforme en 4 contre 3, parce qu'il y a 2 joueurs de Naples qui reviennent très fort. Je pense que c'est Fabian Ruiz et Zielinski. Mais malheureusement, ils sont dans la course, et donc Douglas Costa fait la différence une fois de plus. Pourtant, Costa, je pensais qu'il avait fait le mauvais choix à un moment. C'est-à-dire que donc il est tout droit, alors que je pense qu'avant, il aurait pu faire une passe. Mais finalement, il a quand même rectifié ça de main de maître
un crochet, une passe. Oui, il s'est approché du but, il a effacé un joueur qui est arrivé à toute vitesse et il a donné un assist pour Nandino qui n'avait plus pratiquement qu'à la mettre du plat du pied. Mais justement, au moment, je dirais donc, quand il arrive devant le rectangle, il pousse la balle alors que je me disais qu'il avait moyen de passer, je ne sais plus qui était, donc, par Danilo. Il y avait Higuaín. Oui, d'accord, mais quelqu'un qui était à droite, enfin bon, peu importe. Mais voilà, donc finalement, il a eu, même s'il a peut-être eu le mauvais choix à la base, ben voilà, il a tellement de qualité et en confiance surtout qu'il fait un crochet, voilà, donc qui met par terre le défenseur de la Juve. Et Bruno, là, Danilo, qui pour sa première touche de balle, puisqu'il venait de rentrer, remplacer, comme je l'ai dit en intro, des Siglio, qui la met au fond après 15 secondes de jeu pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. En fait. Oui, alors c'est vrai que niveau supporter, il y a pas mal de scepticisme par rapport à l'échange entre João Cancelo et Danilo, parce que João Cancelo a été vraiment flamboyant dans pas mal de matchs et surtout dans les grands matchs de Ligue des Champions. Et ici, voilà, ça fait taire les critiques assez vite, même si voilà, c'est pas son rôle, c'est pas là, c'est pas dans ce rôle-là qu'on l'attend. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est sur la contre-attaque, c'est la vitesse. En 8 secondes, on a remonté tout le terrain. Et voilà, c'est peut-être ça aussi qui explique un manque de lucidité de la part des défenseurs de Naples. C'est parce que la contre-attaque a été vraiment étincelante. Déjà, à la base, il faut reconnaître qu'il y a une prise de risque énorme de la part de Naples. C'était un corner. Il n'y a qu'un seul homme. Tenter une combinaison. Oui, il n'y a que Alan qui reste, en fait. La combinaison est réussie, mis à part que le shot n'est pas la conclusion. Mais le problème, c'est que la combinaison, elle est risquée parce que ce sont les 9 autres joueurs qui sont là, qui sont devant la balle, derrière la balle. Donc, enfin, en tout cas, donc, qui sont dans le rectangle. Ce qui fait qu'il n'y a que Alan qui est derrière. Et la contre-attaque était fulgurante. Alan s'est retrouvé seul contre 4 joueurs de la Juve. Donc 2 joueurs de la Juve ont essayé de revenir. Ils sont très bien revenus d'ailleurs. Mais évidemment, finalement, ça s'avérait fatal pour Naples. Mais la combinaison, en fait, le but de se terminer par une frappe, la frappe qui a eu lieu, mais la frappe en théorie, elle doit être ou vers le but, ou alors au-dessus, ou n'importe quoi. Mais il y a tellement de joueurs dans le rectangle de la Juve, et ça, le risque de Naples, évidemment, c'est qu'il y a quand même 16-17 joueurs, ben forcément, le risque, c'est que la balle revienne, évidemment. Et pas de chance, elle tombe sur Douglas Costa. En général, sur un corner, une combinaison, on met quand même au moins 2 joueurs derrière, en cas de contre-attaque adverse. Et là, il n'y en avait qu'un seul, c'était Alan. Ouais. Donc là, je trouve que c'est vraiment une prise de risque un peu trop grande, et qui s'est payé cash. Surtout dans un début de match comme ça, où la partie était encore même très équilibrée. Le premier quart d'heure était... Voilà, on avait une occasion de chaque côté, donc il n'y avait pas lieu de prendre autant de risques. Et on va continuer donc ce débrief de la première mi-temps avec, on va dire, l'enchaînement des événements, puisque le 1-0 a complètement déclenché la domination totale des Turinois. Et Bruno, le 2-0 est vite arrivé avec Matuidi à l'assist dans le rectangle, infiltré dans le rectangle, qui trouve Higuaín. Il a Higuaín qui fait un enchaînement du temps de Naples. Oui, mais j'ai plus vu un but d'Higuaín de telle qualité. Ouais. Et bien aidé par Koulibaly. Bien aidé par Koulibaly. Et même Matuidi, tu le pointais, qui était déjà dans le rectangle en mode infiltreur. Hein. Et à mon avis, ce qui fait la différence aussi par rapport au match de Matuidi, c'est sa position. Parce que parfois, on l'a vu l'année passée très proche de Pjanic, vraiment quasiment à côté de lui. Ici, on l'a vu un cran plus haut que Pjanic. Et donc, ça lui a permis de directement être face à l'offensive et de regarder vers l'avant. Match des premières minutes, il y a une passe verticale d'Alexandro et en une seule touche, il arrive à trouver Ronaldo dans la profondeur, donc il était déjà très avancé sur le terrain. Ouais. Et sur le deuxième but, ça s'est confirmé puisqu'il se retrouve dans le rectangle à l'assist pour Higuaín. Et là, je te laisse enchaîner avec la conclusion de Gonzalo Higuaín qui est magnifique. Oui, c'est vraiment un goal à la Higuaín du temps de Naples, tu l'as très bien rappelé. Avec une capacité de... Voilà, on ne sait pas certainement l'attaquant le plus agile ou l'attaquant le plus technique, mais il est capable de se retourner dans le rectangle, de sentir que le défenseur derrière ne suit pas, et derrière une frappe de l'extérieur qui est digne d'un jeu vidéo, quoi. Mais même Higuaín, même en dehors de ça, il a franchement fait on va revenir sur les prestations individuelles, mais c'est vrai qu'il a fait un super match. Allez, je pense qu'effectivement, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on n'a plus vu Higuaín à ce niveau-là. Tant dos au but, dans les remises... je pense que le but l'a mis en confiance complètement. Oui, très certainement. Donc, et non, voilà, moi. Mais si Higuaín retrouve ce niveau-là, là, on va revenir il brille le poste de titulaire. Oui, très certainement. Bon, on va revenir en détail sur les individualités. On va enchaîner encore avec le scénario du match. Manu, là, on a vu un match maîtrisé de bout en... Enfin,
une première mi-temps maîtrisée de bout en bout de la Juve. Oui, c'était vraiment un cavalier seul de la Juve. Avec des occasions qui s'enchaînent tout de suite. Bien aidé par la passivité des joueurs de Naples, parce que là, vraiment, les joueurs de la Juve faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Ils les trouvaient trop facilement dans le dos de la défense. On attendait que les joueurs contrôlent, on attendait que les joueurs de la Juve se retournent. Donc, les joueurs de Naples, tous les joueurs de Naples, n'ont fait que regarder. Notamment, on parle du deuxième but. J'ai revu le but 5-6 fois. Eh bien, les joueurs de Naples regardent les joueurs de la Juve faire. Donc, Callejon ne fait pas l'effort de se replier sur l'appel de balle de Matuidi. Zielinski, pareil, il laisse aller Matuidi. Et puis Koulibaly, il se fait avoir beaucoup trop facilement. Donc, moi, je pense que c'est vrai que les joueurs de la Juve sont de très bons joueurs, mais donner autant de facilité, moi, j'avais l'impression de revoir le scénario du match de Naples à Arsenal l'année passée en quart de finale de l'Europa League, où ils s'étaient menés 2-0 à la mi-temps, où ils étaient balayés par Arsenal, complètement dépassés par la vitesse d'exécution des joueurs londoniens. Et là, c'était pareil. Dépassés, mais de bout en bout. Et là, pour moi, c'était presque indigne d'une équipe du top. Complètement, parce que si c'est 4-5-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Ça, évidemment, et là, c'est pour dire. Manu, tu as raison, évidemment. C'est pas logique, évidemment, parce qu'il y avait vraiment. Et je dirais que la fébrilité de Naples a mis en valeur aussi la qualité des joueurs de la Juventus, qu'on a toujours beau dire que ce sont des travailleurs, mais ce sont comme des joueurs complets également. On prend la frappe de balle de Khedira sur la Lazio. Il est presque sur le point de tomber, il a le temps de se retourner et de frapper. Mais on est aux 16 mètres là, ça c'est quand même pas normal. Oui, bien sûr. C'est quand même de frapper aussi facilement. Le résultat du pressing collectif qui est vraiment qui asphyxie l'adversaire. J'ai eu l'opportunité d'aller voir Juve Sampdoria l'année passée. Ok, c'était un autre adversaire, c'était des autres conditions, mais il y a un pressing qui est fait et qui est collectif. Je veux dire, toutes les lignes font le pressing en même temps. C'est ça qui est vraiment impressionnant et qui donne l'impression que parfois l'adversaire est complètement asphyxié, mais ça vient de ce pressing qui est vraiment constant, qui malheureusement n'a donné durée pour les supporters de la Juve que jusqu'à la 65e. Mais c'est comme tout un match. Boum, c'était quand même suffisant avec 3-0 normalement. Normalement, ça aurait dû être suffisant. On peut voir venir évidemment. Quoi, donc ça. Allez, on va se plonger dans la deuxième mi-temps parce qu'il y a quand même un gros changement tactique, Manu, de la part d'Ancelotti. Il fait sortir tout son côté gauche, Goulam et Insigne. Il aurait pu faire sortir le côté droit aussi d'ailleurs. Pour Lozano et Mario Rui, l'arrière-gauche qui avait commencé à la Fiorentina. Et là, un nouveau système de jeu qui a tout de suite fonctionné, puisqu'on a vu Naples prendre les devants en essayant de chercher la possession. Et ça a tout de suite marché, en fait. Après, non, pas tout de suite marché, mais je veux dire, ils ont subi vite, après un quart d'heure, le 3-0, malheureusement, malgré les bonnes intentions. Il y a eu quand même des frappes de Mertens, etc. Ouais, mais ce changement tactique a un peu perturbé la Juve. Je ne sais pas si le changement a perturbé la Juve dans le sens où le premier quart d'heure des mi-temps a été pour moi encore nettement à l'avantage de la Juve, qui était plus concret, plus précis. On sentait Naples vouloir frapper, mais c'est que des frappes de loin qui n'étaient pas tellement dangereuses. Moi, je pense surtout que ça a bien fonctionné à partir du moment où la Juve a pensé que c'était fini. Et là, elle s'est un petit peu démobilisée, elle est complètement sortie, un petit peu même beaucoup, elle est complètement sortie du match. Et là, on a vu une équipe de Naples qui s'est jouée, évidemment. Et lorsqu'on laisse jouer cette équipe, évidemment, elle est très, très dangereuse. Et on l'a vu sur 3 très beaux buts, parce que les coups francs qui ont été frappés par Mario Rui et Callejon est excellent, était parfait. Mais c'est vrai, mais ce qui est étonnant et encore plus grave pour moi, c'est que malgré les bonnes intentions de Naples, et on sait bien que Naples est une équipe très joueuse et qui techniquement est aussi de haut vol, c'est qu'ils prennent quand même 2 buts sur phase arrêtée. Donc là, ils ont quand même le temps de se positionner et je trouve ça vraiment encore plus grave que de se faire, je dirais, d'encaisser suite à une très bonne phase de jeu donc, de l'équipe adverse. Ici, donc, c'est sur phase arrêtée, donc le premier but et le troisième but. Donc là, clairement, je dirais c'est quand même quasiment une faute professionnelle que la Juve a faite de passer de 3-0 à 3-3, malgré toutes les qualités de l'équipe de Naples, évidemment. Quoi. Donc, maintenant, les 2 coups francs, ce sont clairement des erreurs de marquage. Oui, là, qualité des coups francs, hein, je tiens à le dire aussi. Oui, les coups francs sont bien donnés, mais au niveau du marquage, le troisième but, c'est De Ligt qui laisse carrément aller Di Lorenzo. Et même, je pense que sur le premier, Manolas, il est devant De Ligt. De Ligt ne le suit pas. Ouais. Donc là, c'est vraiment. Je pense que c'est du 1 contre 1. Enfin, il y a un marquage en zone. Est-ce que c'est le rôle aussi de Ligt de te dire vraiment
Lozano peut-être, mais Di Lorenzo, pas sûr non plus. Là, il faut voir l'organisation, on n'est pas au courant, évidemment. Di Lorenzo, oui, je pense qu'il est à côté de lui, donc c'est lui qui est le plus près. Et Manolas est juste devant lui. Donc le problème de le premier but, c'est que De Ligt ne suit pas Manolas. Manolas prend le dessus sur lui et s'avance. Ah, donc, c'est sûr qu'il n'a pas le geste, le réflexe défensif. On sent qu'il n'a pas le réflexe défensif. Et puis surtout d'un point de vue mental, on n'a pas senti, après le 3-1, après le 3-2, on n'a pas senti de révolte, on a vu surtout l'absence de Chiellini qui est capitaine, qui est le taulier de la défense et qui est capable de secouer tout le monde à un moment pour dire on va pas passer une fin de match vraiment atroce, on va se ressaisir et c'est là aussi qu'on voit l'absence d'un vrai capitaine derrière qui est capable de ressecouer les troupes parce que mentalement pendant 10 minutes il y avait rien du tout au niveau 10-15 minutes c'était ce quart d'heure m'a fait penser un peu à la deuxième mi-temps du match retour contre l'Ajax l'année passée où la Juve était complètement à côté du match donc ils n'arrivaient plus à récupérer de ballon, il y avait des boulevards, ils étaient très mal situés et là c'est un peu pareil, Naples jouait un petit peu à sa guise. N'oubliez pas que Khedira est sorti à l'heure de jeu et c'est à partir de là où ça a flanché. Et Emre Can est quand même un rôle plus ou moins similaire, donc, et je pense pas que lui soit responsable non plus. Non. Moi je pense que c'est match, toute l'équipe de Juve qui a cru que c'était fini et qui a probablement compté sur le fait que Naples rende les armes. Et non, donc moi je pense que c'est vraiment une faillite collective pendant un quart d'heure. Ouais, n'oublions pas aussi quand même que... Mais moi je pense qu'à 3-1, la Juve ne s'est pas encore trop inquiétée. On dit bon, c'est pas grave, on a tellement de maîtrise que... Là, à 3-2, c'était problématique. Mais n'oublions pas quand même qu'à 3-2, il y a cette fameuse frappe de Douglas Costa qui encore arrêté par un gardien exceptionnel. Et effectivement, et le gardien le touche évidemment, donc mérite. Donc voilà, c'était quand même un miracle quand même que Naples revienne comme maintenant, ça. c'est un peu normal, comme tu dis Antonio, c'est pas possible de presser comme ils le font pendant même une heure. C'est compliqué. D'ailleurs, en première mi-temps, j'ai vu une équipe de la Juve qui alternait un pressing très haut et parfois une défense très très basse. Par exemple, sur l'occasion d'Alan, on sent pratiquement tous les joueurs de la Juve devant leurs 16 mètres, en tout cas dans leurs 20 derniers mètres. Donc ils ont alterné des phases de pressing avec des défenses, avec des phases de bloc très bas, où tous les joueurs sont dans la surface de réparation. Et ça, j'ai l'impression que l'année passée, c'était moins. On essayait plus, à mon avis, de presser tout terrain. Par contre, en deuxième mi-temps, c'est là qu'on a vu que l'équipe de la Juve, après le premier but, était un petit peu déboussolée. Notamment le deuxième but, c'est une attaque placée, très facile, où on trouve très très facilement l'espace de la part des joueurs de Naples. Et là, l'équipe de la Juve est à 30-40 mètres de ses buts et elle se fait déborder très facilement. On peut maintenant enchaîner avec la fin du match. Finalement, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. C'est 3-3, on est abasourdi. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y a quelqu'un qui est entré en jeu un quart d'heure de la fin. Bruno, c'est Paulo Dybala qui réussit de percer en toute fin de temps additionnel. La faute, certains supporters disent qu'il y a faute, d'autres pas. Pour moi, il y a faute puisqu'il coupe quand même Elmas, le jeune Macédonien, coupe quand même Dybala pour essayer de gagner du temps. Mais ce but qui arrive, là, on ne s'y attendait pas du tout. Oui, alors j'ai bien aimé l'entrée en jeu de Dybala, plus globalement. On a vu directement un changement, Ronaldo en pointe et Dybala sur la gauche. J'ai bien aimé le changement parce qu'il a gardé le ballon. On a pu ralentir un peu le jeu parce que c'était, à partir du 3-3, c'était quand même un peu la panique. Pour moi, il y a faute. Maintenant, je pense que si on demande à 10 personnes, on a 5 pour et 5 contre. Donc c'est typiquement une zone grise, comme on appelle ça. Pour moi, il peut se donner, étant donné que il touche le ballon, c'est vrai, mais derrière, il y a la cheville aussi qui est touchée. Puis l'arbitre est quand même là pour sentir la chose sur le terrain. Il a peut-être estimé, comme moi je l'interprète, il coupe quand même la course de Dybala qui, en fin de temps additionnel, pour moi, c'était clairement pour gagner du temps. Et moi, je l'interprète comme ça. Et donc, pour moi, c'est faute. Et peut-être aussi un excès d'agressivité en fin de match. Il y a quand même pas mal de tension. Ouais. C'est un match important. Dans les tribunes aussi, c'était vraiment... très très chaud, donc voilà. Et le but, tu peux le décrire? C'est vraiment incroyable parce que quand on revoit d'un peu plus loin, il n'y a aucun joueur de la Juve, ni même de Naples autour de lui, et je pense que le gardien n'a pas communiqué tout simplement, parce que je pense que s'il avait crié, je pense que Koulibaly l'aurait entendu, et puis c'est un coup de bille totalement incroyable. Je pense qu'il la prend même du tibia. C'est terrible parce qu'il y a 2 ans c'était le héros de Naples, quasiment à la même minute,
Et ici, voilà, c'est vraiment terrible pour lui. Et voilà, on pourra en discuter, mais pour moi, on aurait dû en rester au 3-3. Ça aurait été plus dans l'esprit du match. Mais moi, je trouve que c'était un geste technique complètement raté de Koulibaly. Ça montre que c'est qu'une technique. Et puis même c'est un mauvais choix. Je pense qu'il doit laisser la balle au gardien. Défenseur de championnat national, comme il a été élu, c'est un geste qu'il ne doit pas rater quand même. Il rate complètement son geste. Voilà, moi je trouve que c'est un geste digne d'un championnat régional, de provincial. Ou alors il essaie de mettre sa tête, je ne sais pas. Mais bon, moi je ne mettrais pas ma jambe là aussi haut. Enfin, je ne sais pas. Moi je trouve que c'est vraiment un très gros raté. Est-ce qu'il est encore lucide, franchement, après tout ce qui s'est passé après le scénario? Lui, il pense que le match nul est sûrement acquis. Il dit ouais, je vais la dégager en tous les sens. Il avait fait un mauvais match déjà. Il avait fait un mauvais match. Je pense qu'il en était conscient. Sur sa prestation et donc, individuelle dans ce geste, il y a, je crois aussi un manque de confiance. Je pense qu'un Koulibaly en grande forme qui a fait un très bon match ne tente pas ça, à mon avis. Non, justement, un manque de confiance. Alors il laisse la balle, quoi. Je veux dire. Ah oui, c'est pour ça pourquoi il ne laisse pas la balle alors. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je dis que si jamais il n'était pas en confiance, justement, il ne doit pas tenter ça. Enfin bon, moi, je ne sais pas. Allez, on n'est pas sa place, évidemment. On va en reparler. C'est vrai que c'est incompréhensible. Quoi, vraiment, il aime bien quand même. Il y a beaucoup de malchance aussi. Le ballon peut très bien partir en corner. C'est à la droite quand même. Je pense qu'il ne faut pas. Allez, on va passer aux analyses individuelles des joueurs, normalement des vainqueurs. Donc les Turinois d'abord. Avec Cristiano Ronaldo, Antonio, qui fait une prestation assez complète et ponctuée par un but aussi. Oui, même en premier mi-temps, c'est pas le joueur le plus en vue, mais je dirais qu'il a pas eu beaucoup de déchets. Il a fait quand même de bonnes déviations. Des trois attaquants, c'est peut-être celui qui a le moins envie en première mi-temps, surtout avec Douglas Costa et Higuaín qui est en mode incroyable. On connaît Cristiano quand même souvent beaucoup de déchets et hier il n'en a pas eu. Je trouve quand même qu'il était relativement sûr dans ses transmissions, tout ça. C'est lui qui trouve Khedira entre les lignes. Oui, voilà. Donc, mais en fait, dans la période de la Juve où ils étaient vraiment complètement au-dessus, et donc il enchaînait bien avec donc ses partenaires. Je pense qu'il y a un match correct, et puis son petit but, et ça frappe aussi du gauche instantané à 0-0. Voilà, donc ça, ses qualités, on les connaît. Et voilà, donc je pense qu'il peut être crédité d'une bonne prestation, effectivement. Bruno, tu veux réagir sur... Oui, je pense un match sobre, et je dirais dans la continuité du rythme, c'est-à-dire une première mi-temps vraiment assez bonne, avec pas mal d'intensité. Et puis une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, on l'a moins vu. Je l'ai préféré malgré tout, je pense que sa place est plutôt en 9, je le préfère en 9. Et tu le préfères dans l'ancien système? Je le préfère dans l'ancien système parce que voilà, je pense qu'il peut quand même apporter sur le côté, mais il a tellement un sens du but que pour moi, sa place c'est en numéro 9. Maintenant, c'est vrai qu'Higuaín a fait un gros match. Et du coup, il est souvent dans la surface de réparation. Le but il part carrément de la droite. Moi, je le voyais un petit peu. Je regardais Ronaldo. Il était souvent, parfois même, il permutait avec Higuaín. Donc, il a un rôle assez libre pour permettre aussi les incursions de Alexandro et de Matuidi du côté gauche. Donc, moi, je pense que tout ça est préparé et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau parce que ça existait déjà. Il faut reconnaître l'année passée le fait que on laisse ce côté gauche libre pour permettre à Matuidi de faire un appel de balle dans le dos des défenseurs latérales. Manu, tu vas continuer avec justement Gonzalo Higuaín, qui a été quasiment pour moi l'homme du match en attaque avec Douglas Costa des Turinois. Oui, c'est intéressant parce qu'il s'affirme comme un titulaire indiscutable. C'est vrai que Sarri le connaît très très bien et on sent que par rapport à Allegri, on sent que c'est beaucoup plus travaillé d'un point de vue offensif. Higuaín vient souvent chercher le ballon, c'est lui qui sert de point d'appui, alors que Douglas Costa et Ronaldo demandent un peu plus en profondeur, même si Douglas Costa demande surtout sur le côté. Donc on sent que d'un point de vue offensif, du bagage offensif, il y a plus de préparation qu'à l'époque d'Allegri qui laissait beaucoup de liberté aux joueurs offensifs. Et Higuaín a été l'auteur d'un match complet, il a participé, il a fait jouer, il a marqué un très bon but. Mais au risque d'insister, il a quand même eu beaucoup de facilité aussi parce que, notamment lorsque il venait chercher le ballon, eh bien, les défenseurs centraux ne le suivaient pas du tout. Donc il avait tout le temps et tout le loisir de faire un petit peu ce qu'il voulait. Douglas Costa, Antonio, qui à ce niveau-là est un des meilleurs ailiers du monde. Complètement. Douglas Costa, va-t-il encore se blesser souvent ou pas? Parce que c'est quand même aussi un de ses problèmes. N'oublions pas qu'il, depuis 2 ans, il n'est pas vraiment titulaire. Et pourtant, quand on voit ses qualités intrinsèques, quand il est au top, la puissance, la frappe, quand il est au top, eh bien, 2 assists hier. Il est capable de titulaire indiscutable dans n'importe quelle équipe du monde. Et la preuve, la Juve est une des meilleures du monde, évidemment. Et je crois que ce qu'il favorise, c'est le 4-3-3. Oui. Parce que là, c'est vraiment le joueur de percussion. Bayern aussi, il était en 4-3-3 par excellence. Sur le banc.
Mais là, en pouvant presser très haut et récupérer le ballon, il n'a pas à chaque fois à faire des courses de 50 mètres pour défendre. Même si, et c'est ça que j'aime chez Douglas Costa, en phase défensive, en repli, c'est lui qui défend, qui est le latéral droit sur le côté droit. Donc il y a également un travail défensif qui est accompli par Douglas Costa, ce qui met encore plus en valeur ce qu'il apporte offensivement, évidemment. Ouais, parce que forcément, ça demande du travail, c'est de la fatigue, et il arrive encore à avoir un coup de rein et une frappe. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est... le reproche qu'on pouvait lui faire, c'est de ne pas lâcher son ballon assez vite. Et là, directement, dès qu'il y a la possibilité, il était vraiment dans la construction du jeu offensif. Et pour moi, il n'a pas perdu énormément de ballons, il a été assez concret. C'est vraiment... Voilà, c'est le mot qui va bien à ce match. Il a été très concret et très efficace. Dybala est rentré un quart d'heure à la fin, on l'a signalé, Bruno. Tu le vois jouer fréquemment cette année, ou alors il va vraiment être dans ce rôle-là, de jouer le dernier quart d'heure comme un joker? Je crains malheureusement que, étant donné que Mandzukic ne partira pas, et que Mandzukic va revenir en forme aussi certainement dans le courant du mois de septembre, après la trêve, malheureusement je ne vois pas énormément de temps de jeu pour lui. C'est clair que dans les négociations, il était assez loin avec Manchester United. Et puis c'est lui qui a décidé de rester parce que il se sentait bien à la Juve, il a envie de prouver qu'il était toujours capable de faire la différence aussi en Ligue des Champions, parce que l'année passée, il a été vraiment très peu efficace, vraiment insuffisant en Ligue des Champions. Donc pour moi, malheureusement, je vois pas énormément de temps de jeu pour lui. Surtout, il me semble que le 4-3-3 est plutôt une mauvaise chose pour lui. Parce que pour lui, il me semble que sa meilleure place, c'est derrière l'attaquant de pointe, un 4-4-2 ou un 4-4-1, juste derrière l'attaquant. Je crois que Sarri l'a dit, s'il utilise Dybala, c'est en faux neuf. Et chaque fois qu'il est rentré à la place d'Higuaín en faux neuf. Donc ce qui va limiter fortement son temps de jeu, à mon avis aussi. On passe au milieu de terrain avec Manu, Sami Khedira, qui a fait une très grosse prestation aussi au milieu de terrain. Oui, du très très bon Khedira. Donc pressing, un box-to-box, un joueur très physique, même dans les passes, l'auteur d'une très bonne frappe, plutôt excentré sur la droite pour combiner avec Douglas Costa. Et une prestation je dirais classique mais convaincante de Khedira, qui, à l'instar de Matuidi, se projette vraiment facilement dans le rectangle. Et c'est ça qui fait une des forces de la Juve. Ces joueurs qui viennent de la deuxième ligne. Et là encore, il l'a très bien fait. Pourtant, Khedira, quand il était au Real, il n'était pas vraiment réputé pour ça non plus. Il joue plutôt au numéro 6. Oui, tout à fait, exactement, plus bas. Et ici, un box-to-box carrément. Quoi. Donc, non seulement, n'oublions pas sa frappe, mais aussi donc, c'est lui qui a la conclusion d'une très belle action suite à une parade encore exceptionnelle de Meret. Là, donc, une action collective venant du côté gauche. Et voilà, donc, avec une super remise en retrait d'Higuaín encore en se retournant. Oui, tout à fait. Donc, donc c'est quand même un rôle donc, carrément, je dirais, donc, qui prend 3/4 donc, en longueur du terrain. Il est là à la base et là à la conclusion, très bonne prestation. Khedira, c'est vraiment pour moi le joueur fiable par excellence, c'est-à-dire que tu sais que dans les grands matchs, il sera toujours là, il va toujours récupérer le ballon, il va toujours performer. Maintenant, moi, le seul point, c'est est-ce qu'il sera encore capable en Ligue des Champions de tenir 90 minutes parce qu'on l'a vu l'année passée, parfois un peu en difficulté sur les fins de match. C'est le seul point, parce que pour moi, c'est le joueur fiable par excellence. C'est un milieu de terrain quand même, ça reste un milieu de terrain très physique aussi, qui n'est pas mauvais techniquement, ça reste très physique. Et quand même, au niveau de la qualité individuelle, face à des équipes plus techniques, je me demande si c'est pas un peu juste. Donc c'est peut-être le seul inconvénient de ce milieu de terrain qui est quand même très solide. Emre Can, qui l'a remplacé, mais qui a été un peu plus discret quand même. Oui, beaucoup plus discret. Avec la bonne période de Naples, finalement. Effectivement, mais il est rentré au moment où Naples est revenu dans le match, où toute l'équipe de la Juve avait carrément déconnecté. Donc, c'est pas facile de rentrer dans ces conditions-là. Et donc une prestation pour moi très discrète d'Emre Can. On enchaîne avec Matuidi, Bruno, qui est pour toi l'homme du match. Oui, pour moi, c'est l'homme du match. C'est un joueur que personnellement j'affectionne beaucoup. C'est une mentalité exemplaire, certainement pas le plus beau joueur techniquement. Mais moi, comme je l'ai dit, je trouve sa position sur le terrain hier très intéressante, un tout petit peu plus haut, devant Pjanic, ce qui fait qu'il peut vraiment jouer haut au niveau du pressing et à la fois aussi apporter vers l'avant. Voilà. En plus, quand on a Matuidi, Alexandro
quasiment dans la même zone de jeu, ça peut être vraiment intéressant. Donc, pour moi, je pense qu'aussi il voulait prouver aux supporters, aux dirigeants que sa place était toujours bien sur le terrain et voilà, que ce sera un titulaire important cette année. On enchaîne avec Pjanic, dont on n'a pas beaucoup cité le nom, il me semble, mais je trouve qu'il a fait une prestation aussi balle au pied encore exceptionnelle à son niveau. Oui, puis défensivement, je trouve que dans le pressing, il était très très bon, toujours mal placé. Lui, il a l'art de presser, de se placer. Il maîtrise ça très très bien. C'est le numéro 6. Il est très très fort, mais tous les numéros 6 n'ont pas cette qualité-là, mais lui, il le fait très bien. Dans le pressing, il a un rôle prépondérant dans tout le pressing de la Juve, à droite comme à gauche. Donc on sent qu'il sent bien le coup et il est très très souvent bien placé. Donc pour moi, c'est un pion essentiel dans le dispositif de Sarri. Antonio, on va enchaîner avec les premiers éléments défensifs. La paire centrale de Ligt, Bonucci. Alors selon toi, il manquait Chiellini ou c'est Bonucci qui ne tire pas assez vers le haut de Ligt? Il y a des remarques des supporters sur Twitter par rapport à ça. Bonucci a fait quand même, je dirais, donc en premier temps, 2-3 bonnes interventions en plus. Voilà, je dirais, tantôt on a parlé tout à l'heure, je pense que De Ligt, non seulement forcément, donc il arrive dans une nouvelle équipe, mais ce qui est un petit peu, il est quand même engagé pour 80 millions, tout ça. Ce qu'il a montré, c'est franchement des manques de gestes défensifs. Et ça, quand même, pour un défenseur central, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, quand même, que le rôle d'un défenseur central, c'est avant tout de savoir bien défendre. Et ce réflexe défensif, je ne l'ai pas trouvé chez lui. Alors bon, voilà, je ne sais pas si effectivement l'Ajax, peut-être qu'il n'a pas l'habitude non plus de faire ça, que c'était toujours devant. Mais voilà, donc par rapport à Chiellini, la différence de qualité défensive me paraît vraiment extrême, quoi. Donc, ça explique sa non-titularisation déjà. Je comprends. Et quand je vois que lui est étonné, je pense qu'il doit plus être étonné comme ça après le match qu'il a fait. Par rapport à De Ligt, il y a deux choses. D'abord, pour moi, c'est encore un joueur en formation, premièrement. Deuxièmement, il vient d'un championnat où l'Ajax domine tous ses matchs. Oui, complètement. Et donc, évidemment, son rôle défensif existe, mais il est plus soucieux d'apporter offensivement. Donc, il n'est pas habitué à défendre avec une telle intensité. Et évidemment, ce manque d'habitude, ce manque de réflexe défensif, a été flagrant hier. Mais justement, est-ce qu'il n'est pas plus réputé pour avoir une qualité offensive que défensive ? Et c'est peut-être pas non plus ce que la Juve avait besoin hier, quoi, quelque part. Mais quelque part, ça apporte un plus par rapport à la paire existante. Donc, c'est un autre profil de défenseur central, tu vois, un peu plus offensif. Ouais. Et puis, sa nécessité va être tellement importante vu la blessure longue durée de Chiellini. Là, De Ligt devient un titulaire indiscutable, Bruno. Oui, je pense c'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est pas une si bonne affaire pour De Ligt parce que maintenant il est jeté dans la fosse au lion directement. Et on sait que le championnat italien, ça reste un championnat assez particulier, surtout par rapport au championnat des Pays-Bas où l'Ajax, quasiment à chaque match, a la possession de balle. Sans exagérer. Oui, ils ont la possession de balle, ils ont moyen de faire tourner, ils ont forcément des attaquants pas très nombreux autour d'eux, parce que quand on va à l'Ajax, comme des équipes comme Twente ou même Feyenoord, ils vont pas avec 3 attaquants à l'Ajax, donc il n'y a pas énormément de pression à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut lui laisser du temps, mais ça reste quand même un peu inquiétant le niveau physique et les gestes défensifs qui sont parfois manquants, des gestes basiques. Donc voilà, c'est un peu inquiétant, mais je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il a quand même il me semble, 19-20 ans, donc il faut aussi relativiser à ce niveau-là. On se rappelle tous de la demi-finale retour contre Tottenham. En seconde période, lorsque Llorente rentre, il est battu. De Ligt est mangé par Llorente. Physiquement, notamment sur le 3e but, c'est Llorente qui gagne le duel face à De Ligt. Donc, voir De Ligt en difficulté défensivement face à des joueurs très athlétiques, c'est pas tellement étonnant parce qu'il n'a pas l'habitude de ce genre d'opposition. Il n'avait pas l'habitude de ce genre d'opposition dans son championnat. Par contre, et là, pour un petit peu le défendre, parce qu'on n'en est pas là pour le casser, lors de ce fameux match Juve-Ajax, donc au match tout ça, le 1-3, là, je me souviens très bien que De Ligt, surtout quand, après le 1-2, où la Juve a commencé à repousser, là, il y a eu une très, très grosse présence défensive de Ligt sur les balles sur le duel aérien. Il était très présent. Voilà, donc, comme quoi, il a quand même encore des qualités quand même très fortes, évidemment. Quoi. Moi, De Ligt, il y a quelque chose qui m'ennuie chez De Ligt, c'est peut-être typiquement bavarois. Hollandais, pardon. Et Ajacide. C'est
une certaine arrogance quand même dans ses gestes même techniques et footballistiques. Et j'ai l'impression qu'il doit corriger ça quand même, quoi. Mais c'est pas de l'arrogance en fait. Tu sais que à C'est l'Ajax, naturel chez lui alors. on recrute et on garde les joueurs justement. On aime les joueurs limite arrogants qui sont sûrs d'eux. Donc cet aspect-là est un élément qui est pris en compte pour garder des joueurs. Et lui incarne bien, mais complètement. incarne bien cette arrogance entre guillemets, parce que l'arrogance c'est plutôt négatif. Quand on voit des joueurs comme Van de Beek ou De Jong, c'est typiquement le même. La même présence sur le terrain, la même. Parce que comme tu dis très bien, c'est un bon mot. Ils sont présents, on les voit. Et je pense que pour performer au plus haut niveau, on a besoin d'avoir cette qualité-là. Oui, mais en fait, quand je parle d'arrogance, je pense qu'il est un peu arrogant. Mais c'est aussi. Et puis, ce qui s'est passé durant le feuilleton d'été avec De Ligt, ça va pas tellement sa faveur, je trouve. Parce que c'est un petit peu. J'ai l'impression qu'il a un peu été voir dans tout leur atelier. Tiens, qui me propose le plus et voilà. Je vais à PSG, je vais à Barcelone, je vais à la Juve. C'est plutôt une affaire d'agent. Parce que Reola, évidemment, très, très on sait bien que Reola est un peu comme ça aussi. Mais voilà, ça va pas trop en sa faveur non plus. J'ai l'impression qu'il a choisi un petit peu la Juve, comme il aurait pu choisir PSG ou Barcelone, que lui, c'était comme ça. Donc, au plus offrant, quoi. Non, je pense qu'il a pesé dans la balance, c'est le salaire aussi. Ça, au plus offrant. Les joueurs, la nouvelle loi, au plus offrant. La nouvelle loi pour les étrangers au Serie A, Bruno, tu m'en avais touché un mot. Oui, ça c'est vrai. Oui, exactement, par rapport au rapatriement d'argent de l'étranger, où maintenant, même si tu ramènes plusieurs millions d'euros en Italie, tu ne payes que 250 000 euros d'impôts. Ça joue un peu. Ça joue beaucoup. Ça a été mis en place l'été où Ronaldo est arrivé. Donc, bon, je vous laisse faire la conclusion. Donc, je pense que ça joue énormément dans le choix de la Juve. Mais je crois que ça fait partie de la volonté des autorités du football italien, de nouveau d'attirer des grands joueurs. Quand on voit l'audience qu'a fait le match hier, quand on voit que dans tous les journaux de sport européens, c'est pas la première page, mais quasiment, on voit que la série a retrouvé de l'attractivité. Et voilà, le football aussi. Hier, j'ai eu la chance, mais bon, effectivement, question d'image. C'était aussi l'horaire du match. C'était vraiment le seul gros match européen qu'il y avait hier samedi soir. C'était parfait, quoi. C'était vraiment parfait. Parce que bon, effectivement, donc, tous les amateurs voulaient voir ce match. Il n'y avait aucune concurrence au niveau anglais, au niveau Allemagne. Et même en Espagne, c'était pas un gros match qui concurrençait donc, ce match évidemment entre Juve. C'est pas Retafe Alavés qui va. Non, c'était Betis à ce moment-là. Ouais, Betis. Leganés. Très bien. Allez, on va passer peut-être aux arrières latéraux. Bruno, un peu plus discret, mais solide. Alexandro et Danilo. Très solide défensivement. Je l'ai trouvé vraiment. Dans son jeu habituel, il a peut-être un peu moins apporté offensivement qu'on pouvait s'y attendre par rapport à ce qu'on a vu l'année passée, mais défensivement, ça reste quelqu'un de très solide dans les duels, qui est toujours bien positionné, il sent vraiment le jeu, donc pas de souci à ce niveau-là. Et tu peux conclure sur le gardien, qui a été... C'est vrai. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur match de Szczęsny en Serie A depuis qu'il est à la Juve. Je pense pas que sur le troisième but, quand même, il peut sortir. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on a vu aussi plein de cas contraires où le gardien sort et finalement il a du mal à juger la vitesse du ballon. Donc pour moi, je l'ai vu très bon, je l'ai vu excellent au pied. Parfois, on sait que de temps en temps, certaines relances sont un peu... Il a géré quelques pressings de Naples, mais il a géré lobes, etc. Donc, et moi, il m'a fait penser un peu à Buffon il y a quelques années. Je l'ai trouvé dans les relances sur les côtés. Même quand il y a un fort pressing, je l'ai trouvé très calme, très serein. Donc je pense qu'il va faire beaucoup de bien en Ligue des Champions. Très bien. Allez, on passe aux joueurs napolitains avec peut-être leur joueur offensif d'abord. Mertens, Manu, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation hier soir? On l'a très très peu vu, finalement. Je pense que quand même... vas-tu dire d'Insigne alors Oui, mais Insigne, on l'a vu, mais dans Insigne, mauvais choix. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Il a pratiquement raté tout ce qu'il a tenté. Mais Mertens est placé dans un contexte très compliqué. C'est un genre de petite taille. Est-ce que vraiment c'est son poste adéquat en neuf isolé comme ça? Oui, mais lui, le rôle avec Ancelotti, c'est un neuf. Mais on lui demande aussi comme ça donc de faire un jeu en un temps également. Dans ce type de grand match. Mais c'est parce que Milik est blessé aussi. Je pense que si Milik n'était pas blessé, il aurait joué. Donc faute de neuf. Maintenant ils ont pris Llorente. Je pense que Ancelotti et les dirigeants nobles se sont rendus compte que là quand même ça manquait de référence. En parlant de Llorente, justement, dis-moi ce que tu en penses un petit peu. Je trouve que Llorente, on connaît ses qualités.
il n'est pas vraiment dans le style de Naples, quoi. Je veux dire, je suis un peu étonné de ce choix, mais voilà. Oui, je mais sais c'est pas, un choix aussi Pas du que tout. les entraîneurs aiment bien. S'il n'y a aucune solution, j'ai envie de Moi, dire. en fait, On balance Llorente dans la surface voilà, et on exactement, essaye, comme à l'Ajax avec Tottenham, qu'il a bien réussi, on essaye de Et on a- tout et on a miser vu sur que- sa tête. On a vu que Callejon et Mario Rui savaient faire de bons centres également. Oui, pour moi, il vient un peu comme doublure. Lorsque, par exemple, Naples est mené, il faut balancer devant, il faut gagner des duels. Ben là, il est très bon, il est précieux. On l'a encore vu l'année passée en Ligue des Champions. Mais je pense quand même que Naples, s'ils veulent passer un cap supérieur, surtout en Ligue des Champions, quand on voit leur groupe, d'ailleurs, on en rediscutera, ils ont besoin vraiment d'un 9 parce que voilà, toutes les grandes équipes ont leur numéro 9 sur lequel elles peuvent compter, même quand ça va mal. Et je veux dire, le jeu de Naples, on le connaît par cœur, on connaît les petites combinaisons, on connaît les centres dans le dos de Callejon. Il y a un manque aussi de nouveauté, de spontanéité parfois dans le jeu, où on sait comment Naples peut marquer, même s'ils ont ajouté une arme très efficace sur phase arrêtée comme Manolas, ça on le connaît, on l'a vu contre Barcelone il y a quelques temps. Donc voilà, il manque vraiment d'un 9 et malheureusement Milic est trop souvent blessé pour être fiable. Tu peux enchaîner sur le capitaine de Naples, donc au coup d'envoi c'est Insigne, et son remplaçant qui a quand même fait son job, Lozano. On en a parlé un petit peu, je pense qu'on est tous d'accord, on l'a pas assez vu et surtout on l'a pas assez vu tenté, même sans efficacité. sans efficacité et on l'a même pas vraiment vu non plus sur les buts quoi. Donc c'est un peu symptomatique. Donc Insigne sur les buts. Insigne Sur les buts de Naples, il était plus là. il était déjà OK, oui. Oui, il sortait à la Lozano mi-temps. à la Ok, mi-temps, ouais. 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 Non mais on l'a plus vu. On pas vu, mais- l'a très peu vu il a dans peu les créé actions d'occasion. décisives quoi. Et même ces infiltrations, elles sont pas du tout tranchantes. Bonucci mettait son pied, il tombait par terre. C'est il l'avait. prévisible, hein, c'est Ouais. fort prévisible. Par contre, Lozano, quand il est rentré là, il a quand même montré quelques belles qualités, le Mexicain. Oui, c'est sûr. Moi, sincèrement, je l'ai vu plusieurs fois jouer. Transfert record de Naples. Oui. je Oui, crois, à peu près 40 millions. Ouais. Moi, je l'ai vu pas mal de matchs l'année passée au PSV. Je l'ai vu aussi quelques matchs avec le Mexique. Pour moi, ça va être la révélation, ce sera lui. La révélation cette année en Serie A. J'espère pour lui qu'il pourra atteindre la barre des 15 buts. 15-20 buts, pour moi, ça serait intéressant. C'est un très beau joueur dont on parle très peu. Mais je pense que ça sera la surprise cette année en Serie C'est A. un joueur super intéressant parce qu'on l'a vu hier, c'est un joueur très dynamique, très très bon techniquement, et puis qui peut être utilisé à plusieurs postes. On peut le mettre à la place d'Insigne dans un 4-2-3-1 à gauche, mais on a vu hier qu'il peut jouer également comme deuxième attaquant, voire comme neuf dans un 4-4-2. Je pense qu'il pourrait même jouer à droite. Donc il a une très bonne frappe de balle aussi. Donc oui, franchement, c'est un très bon renfort pour Naples, je trouve. C'est un joueur Et je très pense- intelligent au niveau tactique aussi. Ouais, je pense qu'il va confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Manu, on va parler de Callejon, discret en première mi-temps, mais sa qualité de frappe sur les centres est à souligner. Oui, c'était un match très discret en général, le Callejon. Offensivement, on ne l'a pas vu, et puis même défensivement, même si Di Lorenzo n'a pas été bon du tout, Callejon n'a pas contribué non plus parce qu'il n'a pas beaucoup aidé. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu sa qualité lors de ce coup franc qui est magistralement donné entre le point de pénalty et le gardien de but. De Bruyne. On aurait dit De Bruyne, mais ça, c'est vraiment un assist. C'est vraiment un assist parce que Di Lorenzo, qui n'est pas le joueur le plus technique du monde, évidemment, n'avait plus qu'à la mettre. Donc, oui, franchement, sinon, à part ça, quand même, on l'a très peu vu quand même. C'est un match très discret, comme tu disais. Le deuxième espagnol de Naples, Antonio, c'est Fabian Ruiz, lui dans son style également. Un match, Plus en deuxième mi-temps, on a commencé à le voir. Dans le nouveau système de Naples, là, il s'est plus tout de suite, mais en première mi-temps, c'était quasiment la catastrophe aussi. Oui, complètement. Il était dépassé, je pense réellement. Et voilà, donc après, effectivement, d'ailleurs, je pensais même qu'il aurait pu sortir également. Mais bon, enfin, comme tu disais, toute l'équipe de tout le monde aurait pu sortir. Mais bon, voilà, donc il est resté. Ça reste un joueur quand même élégant à voir jouer, honnêtement. Donc, dans une bonne période, il peut conserver la balle. Mais voilà, donc en première mi-temps, il était, je dirais, franchement, pour moi, il était dépassé. Mais dépassé. Donc, contre la Fiore, il avait un rôle, il avait une place plus avancée sur le terrain. En soutien de l'attaquant dans le 4-2-3-1. Et hier, le milieu de terrain de Naples a été submergé par le milieu de terrain de la Juve parce qu'ils avaient carrément la supériorité. Alan Zielinski était seul face à 3-4 joueurs, d'autant que les joueurs de la Juve se multiplient et essaient de former des triangles et donc de former une supériorité. Et là, Fabian Ruiz avait un rôle beaucoup plus avancé. En deuxième mi-temps, il a reculé dans le jeu et là, il était beaucoup plus précieux. Là, on est passé à un 4-4-2, on a étoffé le milieu de terrain, on peut dire du côté de Naples. Et ça s'est vraiment fait ressentir, c'est ressenti
sur la production d'ensemble de l'équipe napolitaine. Ah non, Fabian Ruiz n'est pas non plus un gars qui se caractérise non plus par son jusqu'au boutisme, je veux dire, dans un match comme ça. Parce que, voilà, moi je voudrais bien revenir quand même que entre le quart d'heure et la fin de la première mi-temps, pour moi, la Juve, et on parlait de son pressing, il était quand même asphyxiant. Et là, forcément, donc, un Fabian Ruiz n'avait pas droit au chapitre, quoi. Ouais, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres joueurs qui auraient aussi disparu dans le triangle au milieu de la Juve. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop le juger là-dessus. Donc, c'est un joueur très élégant, qui sera très efficace contre toutes les équipes de Serie A. Très bon pied gauche. Un très bon pied gauche, une belle frappe de loin, qui a souvent fait mouche. Donc. Tu peux continuer avec Alan, mais justement à l'image de son équipe qui en première mi-temps a sombré totalement après son occasion. Même sur le troisième but, en deuxième mi-temps, c'est lui qui perd la balle, il me semble, sur le côté gauche, avant que Douglas Costa enchaîne avec son assist. Mais en deuxième mi-temps, on l'a un peu plus vu seul, comme ça, devant la défense, ouais, avec c'est ça. Fabian Ruiz qui décroche. En deuxième mi-temps, on l'a vraiment vu beaucoup plus actif. On a vraiment senti sa présence sur le terrain. Je suis un peu étonné du changement en deuxième mi-temps. Alan qui descend. C'était un quart d'heure, je pense. Donc ouais. là, je crois que la condition physique est un argument pour ce changement. Mais c'est dommage parce que par ses frappes de loin, comme la Juve avait tendance un peu à reculer, je pense que ça aurait pu être intéressant. Maintenant, c'est un joueur très, très utile, très précieux. Et voilà, qui a vraiment une présence physique importante. Oui, et à la base du deuxième but de Naples, avec une très belle passe en profondeur pour, je ne sais plus quel joueur, Zielinski Manu, justement. J'avais parlé de son assist. À l'image de son équipe. Bon, il est très polyvalent comme joueur. Moi, je trouve que c'était le joueur le plus régulier, le plus constant hier de Naples. Même si sur le le voilà. Même si sur le deuxième but, il est un peu passif dans l'action construite par le côté gauche de la Juve. Il regarde la balle et donc un petit peu à l'image de toute l'équipe de Naples. Sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il a été assez bon offensivement. Il a apporté quelque chose et c'est lui-même qui est à la base du deuxième but. C'est un joueur assez précieux. Il est à l'aise balle au pied. C'est un bon travailleur. Il a une très bonne passe. Il a une bonne technique de frappe aussi, un peu comme l'autre ailier. C'est vrai qu'il est un peu lent, mais bon, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Mais non, moi je trouve personnellement, si je dois ressortir un joueur de Naples hier sur l'ensemble du match, Koulibaly. Je mettrais Zielinski et évidemment Marco Rui et Lozano. Allez, on enchaîne. Et le gardien, je dirais aussi. Antonio, avant de venir au gardien, on enchaîne avec la doublure centrale, Manolas, Koulibaly. Moi, je m'interroge sur ce duo, puisqu'on a dit de Naples lors du Mercato qui s'était renforcé défensivement. C'est 7 buts pris en 2 matchs. On ne peut pas gagner un seul titre avec une telle défense. Mais là, encore une fois, un seul joueur, un seul défenseur ne peut pas tout résoudre, évidemment. On sait très bien que la solidité d'une équipe, c'est quand même un travail collectif. Et si franchement, donc, les défenseurs n'ont pas d'aide, on ne sait rien faire. On a beau s'appeler Manolas ou Koulibaly. Et en plus, 2 joueurs qui, Koulibaly, vu sa hauteur, sa taille, et Manolas, qui n'est pas grand, mais qui a un bon jeu de tête. Mais voilà, donc, les problèmes, ils ne savent pas les résoudre. Quoi, donc, c'est clair. Quoi, donc, et je pense que le problème de Naples est plus collectif que vraiment individuel au niveau de la défense. Hier, ils n'ont pas été aidés en premier temps par les défenseurs latéraux non plus. Qui étaient complètement passifs. Mais complètement, je veux dire. Mais voilà, les joueurs de la Juve pénétraient trop facilement avec le ballon dans le dos. C'est dingue. Entre les arrières latéraux et les défenseurs centraux, comme ils arrivaient à trouver l'espace tout le temps, même dans le petit rectangle, c'était indécent. Oui. Puis Manolas, c'est un joueur excellent. On connaît ses qualités. Malheureusement, son gros défaut pour moi, c'est son irrégularité. C'est un joueur qui est capable de faire des matchs extraordinaires, comme contre Barcelone, j'en parlais tout à l'heure, mais qui est capable aussi de ne pas rester concentré pendant 90 minutes. Et de ce point de vue-là, on a pu le sentir hier. Quoi. Koulibaly, on n'aimerait pas être à sa place hier. Est-ce que vous le condamnez ou alors vous lui donnez encore quelques chances de se rattraper dans un grand match? Parce qu'en fait, c'était le grand match hier en Serie A. Il n'avait pas le droit à l'erreur et il est complètement tombé dans le panneau. Non, je ne pense pas qu'il faille le condamner, évidemment. Quoi. Donc, c'est quand même un joueur extrêmement important pour Naples, qui l'année passée a été apparemment leur meilleur joueur dans l'ensemble. Donc voilà, disons que ça tombe mal parce que forcément, devant toute l'Europe, sa crédibilité a peut-être pris un coup. Mais on parle de Koulibaly, mais De Ligt n'a pas été meilleur défensivement que Koulibaly, je veux dire, dans l'ensemble. Donc voilà, on peut quand même lui donner du crédit, je pense. Mais par contre, ce qui me déçoit aussi, c'est pas seulement évidemment sa geste, mais que
il a tenté quelques changements d'aile complètement inefficaces aussi, où la balle partait à ras de terre au lieu d'aller en l'air. Voilà, donc c'est vraiment pas un grand Koulibaly hier, mais bon, je pense qu'il vaut beaucoup mieux que ce qu'il a montré. Et les arrêts latéraux, pour terminer, Manu Goulam, catastrophique, remplacé par Mario Rui, le portugais, qui a pu montrer aussi ses qualités offensives. Bon, je ne vais pas parler de Goulam parce que son changement se justifie pleinement, il n'a absolument rien apporté. Par contre, Mario Rui était très 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 bon offensivement, il a dynamisé le flanc gauche, l'auteur d'un très beau centre pour le premier but, il sait garder la balle. C'est vrai qu'il est un peu léger, défensivement c'est pas très très solide, mais voilà, donc sa rentrée quand même a beaucoup contribué à l'amélioration de Naples. Et de l'autre côté, Di Lorenzo, effectivement, il ponctue sa prestation d'un but. Mais à côté de ça, il est spectateur. Mais c'est même pas, il regarde carrément les joueurs de la Juve jouer. Il ne fait rien. Il est très passif. Et ça, je pense que pour un défenseur, c'est pas permis. Ouais, peut-être la marche trop haute pour lui, passer de l'Empoli, équipe qui a joué sa relégation jusqu'au bout et qui finalement est descendu vers Naples et vers le match de l'année en Serie A. C'est peut-être un palier trop. Et j'ai pas très bien compris ces gestes. À chaque fois qu'il y avait une rentrée en touche, il demandait de calmer. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Je sais pas trop non plus. Il faudra demander à. Doucement, ça va trop vite pour moi. Et calmer, ouais. À mon avis, il y a moyen de ça. faire pause au chrono. Bruno, tu vas terminer avec le gardien de Naples qui est crédité d'une très bonne prestation. Moi j'ai 4 buts. Oui. Alors c'est un gardien qui a commencé très tôt en Serie A et qui, à l'Udinese notamment, qui n'a pas eu de la confiance dans l'entraîneur alors qu'il aurait pu débuter vraiment très très tôt. Et ici pour moi il a fait un match 5 étoiles. Au pied je pense qu'il peut encore s'améliorer parce qu'on a vu quelques petits déchets. Sinon sur sa ligne il est très impressionnant. Pour moi il sera la vraie concurrence de Donnarumma en national. Très bien, merci messieurs pour ce débrief et ces analyses individuelles. Vous qui nous écoutez, je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le www.radiocharleking.be sur la chaîne YouTube What the Foot. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Voilà. C'est quoi ça ? C'est Robin ? C'est Robin. Putain, mais alors...